Au sommaire de ce journal, le Conseil des ministres de ce mercredi 8 février, 2 décrets adoptés au titre du ministère en charge de l'économie. Le premier porte création de l'Agence de promotion de l'économie communautaire. Le second est relatif à l'allègement des procédures de passation des marchés. Au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil approuve l'importation et l'utilisation de pesticides pour la protection du coton. L'actualité du jour, c'est aussi la sortie de 2 livres qui sensibilisent la jeunesse sur la cybersécurité et les méfaits du téléphone portable. Ces œuvres sont de Younoussa Sanfo. Il est expert en investigation numérique et en cybersécurité. On parlera également dans ce 13h de la conférence de presse des ministres russes et maliens des Affaires étrangères avec la presse malienne ce mercredi. Une rencontre qui s'est articulée autour des relations entre Moscou et Bamako. Les précisions de notre correspondant du Mali à suivre dans un instant. Bonjour et bienvenue dans notre journal. Ouverture de la première conférence des commissaires de police ce jeudi 9 février. Le top départ a été donné par le chef de l'État, par ailleurs patron de la cérémonie. Le capitaine Ibrahim Traoré est revenu sur l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Il a également salué l'engagement des supplétifs de l'armée dans cette lutte. Le chef de l'État annonce des combats dans les jours à venir et demande tout simplement aux FDS qui ne sont pas en mesure de combattre de retourner à la vie civile. On écoute un extrait de son discours au micro de Alexis Wenkouni Belemnaba. Je vous le dis ici haut et fort, il n'y aura pas d'excuses dans les jours à venir. Lorsque nous allons dessiner ce soir le déploiement, lorsque nous allons dessiner les types d'unités à constituer, il n'y aura pas d'excuses ni de pardon pour un porteur de tenue qui va trouver qu'il ne doit pas aller au front. Tout le monde ira. Parce qu'il n'y a pas de raison que les civils y aillent et que nous n'allons pas. Il n'y a aucune raison. Peut-être que vous communiquerez plus bas. S'il y a des gens qui jugent qu'ils ne sont pas en mesure de combattre, il est mieux qu'ils retournent dans la vie civile. Sinon, cette guerre, nous allons la faire. Donc dans les jours à venir, nous allons combattre. Il faut que chacun se prépare à cela. Celui qui ne sera pas en mesure d'ores et déjà, quand vous allez retourner dans vos structures respectives, passez le message. Ceux qui ne voudront pas, ils dressent la liste. Et c'est valable pour tous les porteurs de tenue qui seront amenés à être engagés. Ils dressent la liste, on les remercie. Très simplement, parce que c'est normal. Il y a des gens qui ne sont pas en mesure, il faut le dire. Il faut avoir le courage aussi de quitter. Mais s'il y a de l'orgueil, voir donc les civils qui s'engagent, on doit partir. Parce que je vous dis vrai, à chaque fois que j'apprends que tel village est attaqué, des gens sont tombés ou quoi, la seule chose qui me vient en tête, c'est de me lever, prendre mon pick-up et puis partir. Je ne supporte pas d'entendre ça. C'est la seule chose qui me fait souffrir le plus. Cette brève avant de poursuivre ce journal, les ministres en charge des Affaires étrangères du Mali et de la Guinée sont à Ouagadougou pour un sommet qui s'est ouvert ce matin. Les 3 pays en transition organisent cette rencontre tripartite dans le cadre des consultations politiques sur des sujets d'intérêt commun. Le Malien Abdoulaye Diop, le Guinéen Maurice Anda Kouyaté et Olivier Rwamba ont les mêmes objectifs, fédérer les idées, les énergies et les moyens pour mieux se faire entendre par les organisations régionales et internationales. Vous aurez de plus amples informations dans nos prochaines éditions. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi sous la présidence du chef de l'État au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Le Conseil a adopté un décret portant création de l'agence de promotion de l'économie communautaire et un autre décret portant allègement des procédures de passation des marchés. Michael Tougri nous fait le point.
Au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le Conseil des ministres a adopté un premier décret portant création de l'agence de promotion de l'économie communautaire. L'idée, c'est de faire en sorte que les énergies puissent être canalisées vers une initiative qui permette à tous les acteurs qui veulent apporter quelque chose dans l'économie communautaire à travers des contributions diverses de pouvoir le faire. Aujourd'hui, nous avons des initiatives liées à l'actionnariat populaire, des personnes qui veulent investir. Il faut mettre en place un cadre organisé, un cadre qui permet donc de porter ces initiatives-là, de faire en sorte que les personnes qui veulent investir dans des domaines comme le domaine agricole, comme les domaines agro-industriels et tout cela, qu'il puisse y avoir un cadre qui facilite les actions, les investissements qui vont permettre véritablement d'apporter un plus dans les domaines agro-industriels, et c'est cela qui va nous conduire à un développement endogène. Et nous sommes très engagés sur cette question et nous accompagnerons toutes les initiatives dans ce sens. Le deuxième décret adopté, toujours au titre du ministère en charge de l'économie, porte sur l'allègement des procédures de passation de marché. Il est évident que dans une situation comme celle que nous vivons, il y a des cas où on ne peut pas aller avec toute la lourdeur qui ralentit les actions. Donc nous avons besoin d'aller vite sur certaines questions. Nous avons également prévu dans cette disposition de définir les types d'urgences pour lesquelles on peut passer donc par les procédures d'entente directe, ce qui permettra de faire en sorte que nous puissions réaliser nos opérations dans les délais raisonnables. Il s'agit, selon le ministre en charge de l'économie, concrètement d'une relecture du décret portant procédure de passation des marchés pour alléger les contrôles a priori, mais aussi renforcer davantage les contrôles a posteriori afin de permettre la réalisation des infrastructures dans un délai assez raisonnable. Au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté et approuvé l'importation et l'utilisation de pesticides pour la protection du cotonnier contre les jacides. Les jacides sont des insectes suceurs qui ont fortement affecté la production du coton au cours de la campagne passée, a expliqué le ministre en charge de l'Agriculture. On écoute Denis Ouedraogo et on revient. Les acides, ce sont des insectes suceurs qui ont fortement affecté la production de coton au cours de la campagne passée. Les évaluations économiques montrent que les pertes sont estimées à 21 milliards au niveau des producteurs. Et en termes de baisse des revenus d'exportation, les pertes s'évaluent à plus de 65 milliards. Donc comme on peut le constater, c'est quasiment un fléau pour le secteur agricole et particulièrement la filière cotonnière. Alors rapidement face à ce problème, les experts, les techniciens de l'agriculture, de l'association interprofessionnelle de coton du Burkina et bien d'autres acteurs se sont réunis et ont examiné la situation. Ainsi, l'Institut national de recherche agricole et environnementale a procédé à des tests et est parvenu à identifier 3 molécules qui sont efficaces contre les jacides. Et donc nous allons importer ces produits-là avec l'autorisation spéciale parce qu'ils ne sont pas sur la liste du comité sahélien des pesticides. Et dans de telles situations, la loi permet au ministère de l'Agriculture, en charge de l'agriculture, de solliciter l'autorisation du Conseil des ministres pour le faire. Et donc nous allons, sur la base de ce décret, permettre à l'association interprofessionnelle du coton d'importer les produits de 3 pays, en l'occurrence le Japon, la Chine et la Côte d'Ivoire. La ville de Zignaré va abriter des festivités dans quelques jours. L'association des anciens élèves de l'école primaire catholique de Guilongou compte célébrer les 75 ans de cette école les 18 et 19 février prochains. Le comité chargé de l'organisation a convié la presse hier pour dérouler les grands axes de la cérémonie. Alexis Winkouni Belemnaba. En 75 ans d'existence de l'école primaire catholique de Djilungu, plus de 5000 élèves en quête de savoir y sont passés. Après 3 générations au service de la formation des cadres de l'administration publique,
privée et de l'Église de la nation burkinabé, l'heure est venue de marquer une halte pour rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à assurer son fonctionnement. C'est un prélude à ce jubilé d'Albâtre prévu le 18 et 19 février prochain que les anciens élèves réunis en association ont initié cette conférence de presse. L'idée est de donner les axes de cette célébration. De cette école sont sortis de nombreux hauts cadres de l'administration publique et privée. Enseignants, chercheurs, médecins, magistrats, avocats, ingénieurs, directeurs de sociétés. De nombreuses personnalités ayant occupé de hautes fonctions dans notre pays. L'ancien élève le plus illustre étant bien entendu Blaise Compaoré, président du FASO de 1987 à 2014. On peut y ajouter 6 anciens ministres, 4 députés et 4 ambassadeurs. L'école primaire catholique de Guinongou a produit un chapelain du pape qui a rang d'évêque, de nombreux prêtres et sœurs, des religieux et religieuses, de congrégations diverses, des catéchistes et des laïcs engagés. C'est en 1947 que cet établissement scolaire a été créé par les missionnaires blancs et a contribué au rayonnement de la nation burkinabé selon les conférenciers. Il est donc plus que jamais nécessaire pour les initiateurs de rendre hommage aux hommes et femmes qui ont contribué à l'éveil de conscience des populations par l'éducation. Malgré le contexte national pour le moins délétère, nous avons tenu à célébrer le 75e anniversaire car il s'agit pour nous de faire une première vraie halte depuis l'ouverture de ce prestigieux établissement. En 1947, afin de rendre hommage à tous ceux qui ont assuré sans discontinuer son fonctionnement et ont permis à des milliers d'enfants de sortir de l'ignorance vers le savoir. Vous le savez sans doute, l'enseignement catholique a connu des péripéties au fil de l'histoire de notre pays. L'école primaire catholique de Guinongou n'y échappe pas puisqu'elle a connu 3 grandes périodes dans sa gestion. École primaire catholique de Djilungu, 75 ans au service de l'Église et de la nation par l'éducation est le thème retenu pour ce jubilé d'Albâtre. Il est prévu un panel sur cette thématique, une messe en la mémoire de tous les anciens élèves décédés, une messe d'action de grâce. Cette célébration est une première et sera faite en différé. Abandonner le tabac, c'est possible. Il y a une unité ici à Ouagadougou qui accompagne les patients dans ce sens. Il s'agit de l'unité de sevrage tabagique. Elle est située près de l'hôpital Yalgadowe-Drago et cela fait 6 ans environ que cette unité accueille des personnes qui veulent abandonner la consommation du tabac. Jusqu'à la date du 31 décembre 2022, ce sont environ 1460 patients qui ont fréquenté ce centre. Allons maintenant à la découverte de cette unité dans ce reportage de Fatima Tanikema. À la tête de l'unité de sévrage tabagique, le professeur Georges Ouedraogo. Au quotidien ici, dans ce centre, il est question d'accompagner les fumeurs à l'abandon de la consommation de tabac sous toutes ses formes. Accompagner, oui, mais aussi dépister et prendre en charge des maladies liées à la consommation du tabac. Ce jeune de 23 ans qui a voulu rester anonyme est en pleine consultation. Il a commencé à fumer la cigarette à l'âge de 17 ans. Avec un bâton de cigarette par jour à ses débuts en 2016, il est aujourd'hui à au moins 8 bâtons par jour. Ça ne donne pas la santé et je suis malade. Je sens que ça ne va pas vraiment chez moi. Voilà pourquoi je veux arrêter. Et j'ai suivi aussi des conseils, des informations concernant le tabagisme. Ça peut créer des cancers, ça peut créer beaucoup de choses, beaucoup de problèmes de santé. Donc je préfère, comme je suis jeune, voilà, je veux vivre un peu longtemps, donc j'ai décidé d'arrêter. Si lui, on ne lui a pas encore diagnostiqué une maladie, ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui passent ici pour une prise en charge. En plus du cancer, les fumeurs peuvent développer plusieurs autres maladies. C'est surtout l'hypertension artérielle qui est là chez la plupart des patients que nous avons reçus ici. Et puis la bronchite chronique aussi qui est là. En général, la bronchite chronique est liée à l'utilisation du tabac, de la cigarette essentiellement. Il y a une autre maladie peu connue, on appelle l'artérite oblitérante des membres inférieurs. C'est des personnes qui ont mal aux pieds et qui n'arrivent pas à marcher sans s'arrêter. Ils marchent
Ces personnes marchent en chapelet, en quelque sorte, marchent, s'arrêtent. Malades ou pas malades, toutes les personnes qui désirent arrêter la consommation du tabac sont prises en charge ici. Et chaque prise en charge commence par une consultation, comme c'est le cas de ce patient. Nous accueillons les patients, nous prenons les constantes, on prend la tension, on prend le poids, on prend ce qu'on appelle la saturation périphérique de l'oxygène en quelque sorte. Et puis, nous nous entretenons avec le patient, mais avant même, nous lui remettons un dossier où il va remplir le dossier. Et dans le dossier, nous allons essayer de collecter un certain nombre d'informations, le nombre de cigarettes fumées ou le type de tabac consommé. Nous allons comprendre la date d'initiation, le début de la consommation. Après donc cette consultation, le médecin va estimer les motivations qui poussent le patient à l'arrêt et sa dépendance. Il est aussi important de chercher des motifs de stress et d'anxiété, comme ça a été le cas du patient dont l'objectif est d'arrêter la consommation du tabac. J'ai commencé à fumer en 2016 dans les sites d'orpaillage au Mali, que j'ai appelé ça. C'était pas pour une raison valable, c'était juste la mode, parce que les autres fumaient et les patrons aussi payaient les cigarettes déposées. Donc c'était le seul cadeau que je pouvais avoir gratuitement. Donc on a appris à fumer. Et c'est après cet entretien que commence la prise en charge spécifique qui va durer 12 mois. Mais avant, il est proposé aux patients une date d'arrêt. Et à partir de la date d'arrêt, nous organisons la prise en charge. Nous essayons d'avoir l'arrêt dans les 14 jours après le premier contact. Et nous voyons la personne une semaine après la date d'arrêt. Et nous revoyons la personne, ça varie, soit 2 semaines, soit 3 semaines, soit 4 semaines. Et on évalue jusqu'au 3e mois. Et ensuite, on espace la visite en nous assurant que la personne a vraiment arrêté la consommation, ou si elle a rechuté, nous essayons de l'encourager, de motiver à nouveau. Et c'est ainsi depuis l'ouverture officielle de cette unité de sévrage en 2017. Elle a enregistré jusqu'à ce jour plus de 1460 personnes avec un taux de succès dans l'accompagnement de 19%. Peut-être nous dépassons, ou peut-être que c'est moins, parce que malheureusement à côté de cela, on a un bon pourcentage de perdus de vue. Nous tournons autour de 32% de perdus de vue. En première année même, on avait atteint 42% de perdus de vue. C'est des gens qui commencent et qui après ne reviennent pas. Alors que nous prenons les personnes dès le premier contact, puis une semaine après la décision d'arrêt, puis nous les voyons 1 mois plus tard, puis 3 mois, etc., jusqu'à la sortie au bout de 12 mois. Ces personnes qui sont majoritairement des hommes ont l'âge compris entre 15 et 83 ans. Et 70% des personnes qui fréquentent cette unité de sévrage sont professionnellement actives et consomment plus la cigarette. On s'est rendu compte que chez les plus jeunes, chez les adolescents, il y a une double consommation, une double addiction. Ils consomment et la cigarette et le cannabis dans 90% des cas. Chez les enfants, les jeunes, les adultes, que dis-je, les adolescents que nous recevons ici, on a remarqué qu'il y a cette polyaddiction, tabagisme et cannabis. Et chez les adultes, on voit qu'il y a le tabagisme associé aussi à la consommation d'alcool. Occasion donc pour le professeur Georges Ouedraogo d'inviter les jeunes à abandonner toutes sortes de consommation de tabac. Il a tenu à mettre l'accent sur la chicha qui s'avère être très dangereuse pour la santé car elle peut contenir toutes sortes de tabac. Et à lui d'ajouter qu'il est encore temps d'arrêter de fumer. Et c'est possible grâce à l'unité de sévrage tabagique. Nous en venons à l'apparition des 2 livres de Younoussa Sanfo, un expert en investigation numérique et en cybersécurité. Ces livres de 35 et 36 pages sensibilisent la jeunesse sur la cybersécurité et les méfaits du téléphone portable. La dédicace des œuvres est intervenue en présence de notre reporter Yacine Sawadou. Sensibiliser et vulgariser les notions de cybersécurité auprès du grand public et plus particulièrement aux plus jeunes, ce sont les objectifs recherchés par l'auteur des 2 ouvrages. Téléphone, qui es-tu est un livret qui, selon Younoussa Sanfo, aborde avec tact la question avec la pédagogie et la hauteur qui sied.
Dans l'ouvrage intitulé « La cybersécurité pour les enfants et leurs parents », l'expert des questions cybersécurité explique les dangers à travers l'utilisation du téléphone et des différentes plateformes. Pensez qu'à travers son téléphone, on peut poser des actes délictuels, on peut commettre des infractions et rester impuni parce qu'on est loin. Ce n'est pas vrai. Le téléphone, c'est un outil pour travailler et communiquer. Si vous l'utilisez pour commettre des infractions, il y a de fortes chances que le policier ou le gendarme retrouve votre chemin. On voit des enfants qui, à partir de 8 ans, ont des téléphones. Donc nous suggérons aux parents d'installer des logiciels de contrôle parental. C'est un logiciel qui est sur le téléphone de l'enfant, mais qui empêchera par exemple l'enfant d'aller sur des sites porno ou alors d'aller dans des sites très violents ou d'aller sur des sites déconseillés aux enfants. Selon Younoussa Sanfo, 72% des divorces au Burkina Faso sont causés par l'utilisation du téléphone. À cela s'ajoutent aussi certaines maladies. Il a été constaté que certains enfants qui avaient une légère myopie, eh bien, lorsqu'ils utilisent les téléphones ou les écrans, très rapidement, cette myopie était accentuée par l'utilisation de ces écrans-là. Et certains types de cancers pouvaient être aggravés par l'utilisation des téléphones. Les utilisateurs du téléphone pouvaient développer des addictions, si bien qu'ils mettent des pièges qui font que constamment les gens éprouvent le besoin de vérifier des choses sur leur téléphone. Ces ouvrages pour l'auteur sont destinés aux enfants. Des livrets qui seront déposés dans les écoles et disponibles auprès des associations. Un rappel, ces deux ouvrages de 36 et de 35 pages sont intitulés « Téléphone, qui es-tu ?» et la cybersécurité pour les enfants et leurs parents. À présent, le grand format de cette édition qui s'intéresse au terrain de jeu qui cause souvent des blessures aux joueurs. Au Burkina Faso, la plupart des terrains de jeu laissent parfois à désirer. Ces pelouses sont en terre battue ou parfois synthétique, un équipement qui n'est pas adapté, surtout aux joueurs de niveau international. Dans ce dossier de Assami Touré que vous allez suivre, il ressort que les blessures les plus fréquentes sont dues à la qualité des terrains de jeu. Regardons. Au Burkina Faso, les différentes compétitions se jouent la plupart sur des terrains nus appelés couramment gragra, des terrains à gazon synthétique ou à gazon naturel, des surfaces qui ne favorisent souvent pas une bonne pratique du football et qui causent parfois des blessures aux joueurs. Selon le docteur Ibrahim Seri, les pratiquants doivent s'équiper en fonction du terrain pour mieux se sentir. Il faut dire qu'en fonction de la surface du terrain, les équipements des joueurs doivent aller avec. Et si je prends généralement les terrains à gazon naturel, qui sont des terrains humides, et généralement on conseille aux joueurs de porter des chaussures à crampons, vissées, en fer. Et maintenant, notre contexte fait qu'on a beaucoup de terrains à terre battue, qui n'est malheureusement pas idéal pour nos joueurs. Il n'y a pas de terrain qui n'est source de blessures pour les joueurs, à en croire le docteur. Pour lui, c'est l'adaptation qui est la cause des malaises. Que ce soit un terrain synthétique, que ce soit un terrain gras ou à gazon naturel, tout terrain est source de blessures. Il y a la surface du terrain aussi qu'il faut voir. Il y a des terrains où la surface est bien nivelée, où il n'y a pas de creux qui puissent être des sources de blessures. C'est pour cela que vous voyez, chaque fois à la mi-temps, on essaie de fermer un peu les petits trous qui se trouvent dans les terrains pour éviter les blessures sur les joueurs. Au Burkina, 99% des joueurs de football ont expérimenté ce type de terrain. Les avis et les préférences sont divergents, mais le gazon naturel et le terrain nu sont les plus aimés par rapport au gazon synthétique. Et le terrain gragra, quand le terrain est bien aménagé, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère encore même le terrain gragra que le terrain synthétique. Parce que là-bas, si vous voulez, vous pouvez faire l'expérience pour voir. Parce que le terrain synthétique, une fois, quand tu finis de jouer, arrivé à la maison, tu vois que tout ton corps, même là, ça ne répond plus. La réception est très difficile sur terre battue. Terrain qu'on appelle gragra, la réception est très très difficile. Et puis il n'y a pas des appuis.
Et il y a des joueurs, vous savez, nous sommes en Afrique, on joue souvent avec des pépins physiques. Voilà ce qu'on appelle des petits bobos. La préférence, c'est le terrain naturel, le gazon naturel. Ça, c'est mieux adapté par rapport au terrain synthétique. Pour ces footballeurs, les terrains à gazon synthétique ne sont pas envisageables car ils occasionnent beaucoup de blessures. Actuellement, on joue le championnat sur certains terrains synthétiques, mais c'est pas la norme. Ça veut dire que c'est trop ancien. Voilà, déjà même c'est pas bien avec nos chaussures, ça va pas bien avec nos chaussures, avec le soleil, donc tout ça. La température par rapport au terrain synthétique là, c'est un impact, ça nous blesse. Et l'état aussi du synthétique. C'est pas comment expliquer, c'est trop dur par rapport avec les crampons, c'est un peu compliqué, ça facilite les blessures. Les terrains synthétiques, c'est difficile même à jouer, c'est difficile à jouer, c'est pas adapté, c'est l'ennemi du footballeur au fait. En plus du terrain à gazon synthétique, les blessures sont dues également à une mauvaise préparation physique et une hygiène de vie non surveillée. Vous voyez, en Europe, ils mettent beaucoup l'accent sur la préparation. Mais ici en Afrique, nous retravaillons beaucoup et puis bon, il n'y a pas les aliments nécessaires aussi pour que le joueur aussi puisse récupérer. Donc ça aussi, c'est un mal pour le footballeur africain, surtout burkinabé. Et donc les blessures aussi, c'est souvent aussi manque de repos. Il y a l'hygiène de vie aussi. Voilà, il faut avoir une bonne hygiène de vie aussi. Au centre médico-sportif de Burkina, différents cas de blessures provoqués par les terrains sont traités par les médecins, mais les plus fréquents sont les traumatismes au niveau du genou. Si je prends le cas du football, c'est des traumatismes au niveau de la cheville et la plupart c'est au niveau du genou. Voilà. Et au niveau du genou, malheureusement, on a plusieurs cas de traumatismes fermés avec des dégâts au niveau du ligament croisé. Une situation qui n'est pas près de finir car seul le stade du 4 août possède un terrain à gazon naturel. Mais avec sa fermeture, les différents matchs au niveau national se jouent exclusivement sur des terrains à gazon synthétique comme par exemple le stade Issoufou Joseph Konombo, le stade Roubi et le stade régional de Zignaré. Des nouvelles du Mali avant de nous dire au revoir. En visite à Bamako, le ministre russe des Affaires étrangères a animé ce mardi 7 février une conférence de presse avec son homologue malien. Plusieurs questions ont été abordées avec la presse, notamment la situation sécuritaire et la coopération entre Moscou et Bamako. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a expliqué le caractère souverain de la décision de son pays de coopérer avec la Russie. Les images de notre correspondant au Mali, Bourema Soulou, commentées par Maxime Jean-Hugues Bambara. Situation sécuritaire, diplomatie, relations économiques, voilà entre autres sujets à l'ordre du jour de la conférence de presse animée par les ministres russes et maliens des Affaires étrangères. Sur la question sécuritaire et les perspectives de coopération avec la Russie, le ministre malien des Affaires étrangères a indiqué que la coopération militaro-technique avec la Russie se fait conformément à la stratégie et au plan de sécurisation du Mali. C'est une coopération gagnant-gagnant, mais c'est aussi une coopération assumée qui nous permet aussi de répondre à nos demandes. Aujourd'hui, nos unités sur le plan technique sont préparées, sont dotées de moyens et les opérations qui sont lancées donnent des résultats. Et nous allons pouvoir continuer sur la base de la vision stratégique des autorités maliennes et des stratégies de défense qui sont en place. Nous n'oublions pas que le tout militaire n'est pas la réponse, mais sans capacité militaire, on ne peut même pas faire la paix. Revenant sur le cas spécifique de la France, le ministre malien Abdoulaye Diop a rappelé que la coopération avec la France ne répondait pas aux attentes des Maliens. Pour ce qui concerne la France, quoique c'est un pays, pour nous c'est absolument clair, tous les pays qui veulent travailler avec le Mali doivent respecter les principes que nous avons indiqués, le respect de la souveraineté du Mali, le respect de ce choix de partenaire et de ce choix stratégique et la prise en compte des intérêts des Maliens, un partenariat qui se fait dans la sincérité, un partenariat qui ne se fait pas avec une partie des Maliens contre d'autres Maliens, mais un partenariat respectueux de l'ensemble du Mali. Selon ce dernier, des avancées notables sont enregistrées dans le domaine sécuritaire et le gouvernement malien travaille également à renforcer la coopération économique et commerciale. Il a parlé de la question sur les acquisitions par rapport aux denrées de première nécessité, les hydrocarbures, mais nous allons au-delà de ça, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des technologies.
et dans le domaine du renforcement des capacités et de la formation. Donc il y a beaucoup de possibilités. Notre souhait aujourd'hui, c'est d'aller peut-être vers la formalisation de travail sur le plan économique et commercial en incluant le secteur privé des deux pays. C'est la première fois qu'un ministre russe des Affaires étrangères se rend au Mali. Une visite qualifiée de haut niveau par les autorités maliennes, en ce sens qu'elle entre en droite ligne du choix politique opéré par le gouvernement de la transition d'élargir et de diversifier les partenaires stratégiques. Le ministre Abdoulaye Diop a par ailleurs confirmé la participation du président Assimi Goïta au sommet Russie-Afrique qui se tiendra en juillet prochain à Saint-Pétersbourg. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.